Monsieur le Président, Madame la Présidente du Conseil, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. Parfois, l'histoire avance avec discrétion et à pas comptés et prend congé rapidement. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de l'action d'une commission qui ne dispose que d'un mandat de 5 années pour changer définitivement les choses. Mais sur un laps de temps aussi court, on ne peut pas changer définitivement les choses. La Commission actuelle, comme ses prédécesseurs, est un épisode, un bref moment dans la longue histoire de l'Union européenne. L'heure du bilan définitif de la Commission que je préside n'est pas encore venue. Donc, je ne vous présenterai pas aujourd'hui un bilan de ce que nous avons pu faire au cours des 4 années écoulées. Au contraire, je vous dis que le travail continue pendant les mois à venir pour faire de l'Union européenne imparfaite une Union européenne chaque jour plus parfaite. Il reste des choses à faire et c'est de là que je voudrais vous parler ce matin. Pas d'autosatisfaction, pas de torse bombé, modestie et travail. Voilà l'attitude que la Commission fera sienne. Voilà notre agenda pour les mois à venir. Parfois l'histoire au véritable sens du terme, s'invite dans la vie des nations sans préavis et tarte à la quitter. Tel fut le cas au moment de la Grande Guerre, qui en 1914 a pris le continent par surprise, tellement fut ensoleillé, calme, paisible, optimiste l'année 1913. En 1913, les Européens s'attendaient à vivre durablement en paix. Et pourtant, une guerre fratricide déferla sur l'Europe l'année suivante. Je fais référence à cette période non pas parce que je croirais que nous serions au seuil d'une nouvelle catastrophe en Europe. L'Union européenne est garante de paix. Soyons heureux de vivre sur un continent de paix, un continent qui connaît la paix grâce à l'Union européenne. Respectons donc mieux l'Union européenne. Ne salissons pas son image. Défendons notre façon d'être et notre façon de vivre. Disons oui au patriotisme qui n'est pas dirigé contre les autres. Disons non au nationalisme surfait qui rejette et qui déteste les autres, qui détruit, qui cherche des coupables, au lieu de chercher des solutions qui nous permettent de mieux vivre ensemble. Le pacte fondateur de l'Union européenne, plus jamais la guerre, reste une ardente exigence, une ardente obligation de vigilance qui s'impose chez nous et autour de nous. Mesdames et Messieurs les députés, quel est l'état de l'Union européenne aujourd'hui, en 2018 ? 10 ans après Lehman Brothers, l'Europe a largement tourné la page de la crise économique et financière qui nous est venue d'ailleurs et qui nous a frappés d'une façon très souvent brutale. L'Union européenne a connu une croissance ininterrompue depuis 21 trimestres. L'emploi reprend des couleurs, avec près de 12 millions d'emplois créés depuis 1914. 12 millions d'emplois, c'est plus que la population de la Belgique. Jamais autant de personnes, 239 millions d'hommes et de femmes, n'ont été au travail en Europe. Le chômage des jeunes s'élève à 14,8%. Ce chiffre reste trop élevé, mais il se situe à son plus bas niveau depuis 2000. L'investissement est de retour en Europe.
grâce notamment à notre Fonds européen pour les investissements stratégiques, que certains, de plus en plus rares, continuent à appeler le plan Juncker, plan qui a généré 335 milliards d'euros d'investissements publics et privés. Et nous sommes en marche vers les 400 milliards. Et puis, il y a la Grèce. Après des années, il faut dire, douloureuses, après de graves problèmes sociaux sans précédent, la Grèce a réussi à mener à bien son programme et à se remettre sur pied. Je salue une fois de plus les efforts herculéens du peuple grec, efforts que les autres Européens continuent à sous-estimer. J'ai toujours défendu, et vous le savez, la Grèce, sa dignité, son rôle en Europe et notamment son maintien au sein de la zone euro. J'en reste fier. L'Europe a aussi réaffirmé son statut de puissance commerciale. La puissance commerciale mondiale, qui est la nôtre, n'est rien d'autre que la preuve de la nécessité de partager nos souverainetés. L'Union européenne a aujourd'hui des accords commerciaux avec 70 pays. Ensemble, nous représentons 40% du PIB mondial. Ces accords, je parle des accords commerciaux, très souvent et souvent à tort contestés, nous aident à exporter vers les autres parties du monde des normes européennes élevées en matière de sécurité alimentaire, en matière des droits des travailleurs, en matière environnementale et en matière des droits des consommateurs. Lorsqu'en juillet dernier, au cours d'une dangereuse période de tensions internationales, je me suis rendu dans une même semaine à Pékin, Tokyo et Washington, j'ai pu parler en tant que président de la Commission au nom du plus grand marché unique au monde, au nom d'une Union qui compte pour un cinquième de l'économie globale, au nom d'une Union prête à défendre ses valeurs et à défendre ses intérêts. J'ai représenté l'Europe comme un continent ouvert, mais non pas comme un continent offert. Fort de l'unité européenne que j'ai pu exposer en principe et en détail, j'ai pu faire entendre la voix de l'Union européenne pour obtenir des résultats concrets pour nos citoyens et pour nos entreprises. Unis, nous, Européens, sommes, en tant qu'Union, devenus une force incontournable. À Washington, j'ai parlé au nom de l'Europe. Certains décrivent l'accord, l'arrangement que j'ai pu obtenir à l'issue de mes négociations avec le président Trump comme une surprise. Or, il n'y a pas eu de surprise parce qu'à chaque fois que l'Europe parle d'une seule voix, la surprise n'existe pas. Elle peut, si elle veut, et si elle parle d'une seule voix, s'imposer aux autres. L'Europe, là où c'est nécessaire, doit agir comme un seul homme. Nous l'avons prouvé lorsque nous n'avons cessé de défendre l'accord de Paris sur le climat, parce que nous, Européens, nous voulons laisser aux prochaines générations une planète plus propre. Je partage les analyses de notre commissaire à l'énergie en ce qui concerne les objectifs de réduction d'émissions de CO2 pour 2030. Elles sont scientifiquement exactes et politiquement nécessaires. La sécheresse de cet été ont rappelé avec brutalité non seulement aux agriculteurs l'importance de ces efforts qui sont les nôtres pour assurer la sauvegarde de l'avenir des générations futures. On peut évidemment ne pas vouloir voir le défi climatique et regarder ailleurs. Nous, Commission, et vous, Parlement, nous devons de regarder vers l'avenir. Mesdames et Messieurs, le monde qui n'arrête pas de tourner
est devenu plus volatile que jamais. Les défis extérieurs auxquels notre continent doit faire face se multiplient jour après jour. Nous ne pouvons donc pas relâcher, ne serait-ce qu'une seconde, nos efforts pour bâtir une Europe plus unie et plus forte. L'Europe peut exporter sa stabilité, comme nous l'avons fait avec les élargissements successifs de notre Union. Élargissements qui, pour moi, sont et restent des succès parce que nous avons réussi à réconcilier géographie et histoire européenne. Mais il reste des efforts à faire. Nous devons définir d'une façon irrévocable notre attitude pour ce qui est de leur adhésion à l'égard des pays des Balkans occidentaux. Autrement, d'autres se chargeront de façonner notre voisinage immédiat. Regardons autour de nous ce qui se passe à l'heure où nous sommes en Syrie, à Idlib, doit être pour nous tous une cause de préoccupation profonde et immédiate. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à l'imminence d'un désastre humanitaire qui, en fait, est un désastre annoncé. Le conflit syrien illustre comment l'ordre international dont les Européens ont su bénéficier depuis la Deuxième Guerre mondiale est de plus en plus remis en cause. Pour le reste, dans le monde d'aujourd'hui, l'Europe ne peut plus avoir l'assurance que les engagements qui furent pris hier seront encore tenus demain. Les alliances d'hier ne sont peut-être plus les alliances de demain. Je le disais, le monde d'aujourd'hui a besoin d'une Europe forte et unie. Une Europe qui travaille en faveur de la paix, d'accords commerciaux et de relations monétaires stables, même si d'autres, ailleurs, sont trop enclins à choisir les guerres commerciales, voire monétaires. En fait, je n'aime pas cet unilatéralisme irrespectueux des attentes et des espoirs des autres. Je resterai toujours un multilatéraliste convaincu. Si l'Europe se rendait mieux compte de sa puissance politique, de la puissance économique et parfois militaire de ces nations, nous pourrions abandonner le rôle exclusif de payeur global, chose que de toute façon nous voulons rester. Nous devons devenir davantage un acteur global. Yes, we are global players, but we have to be global players too. C'est la raison pour laquelle, en dépit d'une forte résistance à l'époque, j'ai relancé dès 2014 l'Union européenne de la défense. C'est pourquoi, dans les prochains mois, la Commission continuera à travailler pour que le Fonds européen de défense et la coopération permanente structurée dans le domaine de la défense deviennent pleinement opérationnels. Une précision. Une précision importante à mes yeux à cet endroit. Nous ne militariserons pas l'Union européenne. Ce que nous voulons, c'est de devenir plus responsables et plus indépendants. Parce que seule une Europe forte et unie peut protéger nos citoyens des menaces intérieures et extérieures, du terrorisme au changement climatique. Seule une Europe forte et unie peut préserver les emplois dans un monde ouvert et interconnecté. Seule une Europe forte et unie peut maîtriser les défis de la numérisation mondiale. Nous, Européens, parce que nous sommes le plus grand marché unique au monde, nous pouvons établir des normes pour les mégadonnées, pour l'intelligence artificielle, pour l'automatisation,
tout en défendant nos valeurs, les droits et l'individualité de nos citoyens. Nous pouvons le faire à condition que nous soyons unis. Une Europe forte et unie permet à ses États membres de décrocher les étoiles. C'est grâce à notre programme Galileo que l'Europe reste dans la course à l'espace. Aucun État membre, aucun, n'aurait pu mettre en orbite 26 satellites dont bénéficient déjà aujourd'hui 400 millions d'utilisateurs dans le monde. Aucun État membre n'y serait parvenu seul. Galileo, oui, est un succès d'abord, sinon exclusivement européen. Sans l'Europe, pas de Galileo. Soyons-en fiers. Monsieur le Président, la géopolitique nous apprend que l'heure de la souveraineté européenne a définitivement sonné. L'heure pour l'Europe de prendre entre ses mains son destin. L'heure pour l'Europe de développer ce que j'ai appelé Weltpolitikfähigkeit, cette capacité à jouer notre rôle pour prendre de l'influence sur les cours des choses mondiales. L'Europe doit devenir davantage un acteur souverain dans les relations internationales. La souveraineté européenne provient de la souveraineté nationale de nos États membres. Elle ne remplace pas ce qui est propre aux nations. Partager nos souverainetés là où il le faut rend chacun de nos États et de nos nations plus forts. Cette conviction qu'unis nous sommes plus grands est l'essence même de ce que veut dire faire partie de l'Union européenne. La souveraineté européenne ne sera jamais dirigée contre les autres. L'Europe doit rester un continent d'ouverture et de tolérance, et elle va le rester. L'Europe ne sera jamais une forteresse tournant le dos au monde, et notamment au monde qui souffre. L'Europe ne sera jamais une île. L'Europe doit et va rester multilatérale, parce que la planète appartient à tous et non pas seulement à quelques-uns. Tel est aussi l'enjeu des élections au Parlement européen qui auront lieu en mai 2019. Nous mettrons à profit les 250 jours qui nous séparent des élections européennes pour apporter à nos concitoyens la preuve que lorsque nous agissons ensemble, l'Union européenne peut obtenir des résultats et qu'elle respecte les engagements que nous avons pris en début de ce mandat. D'ici les élections européennes, nous devons démontrer que l'Europe peut surmonter les différences entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest. L'Union européenne, l'Europe, est trop petite pour se diviser, un jour en deux, le lendemain en quatre. Nous devons démontrer qu'ensemble, Est, Ouest, Sud et Nord, nous pouvons semer les graines d'une Europe plus souveraine. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir im Mai 2019 zur Wahl schreiten, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, lorsque nous irons voter en mai 2019, les citoyens européens ne se soucieront pas de savoir ce que la Commission européenne a proposé, mais ce qui les intéressera vivement, c'est de savoir que les géants de l'Internet sont taxés là où ils réalisent leurs bénéfices, par exemple. Die Wähler wollen, viele von Ihnen auch, nicht alle, wie ich weiß, Les électeurs veulent, et nous aussi, et vous aussi, peut-être pas tous, mais un grand nombre le veulent que cette proposition de la Commission acquiert rapidement, soit rapidement force de loi. wenn die Europäer 2019 wählen, Lorsque les Européens iront voter en 2019, ils seront peu impressionnés par les bonnes intentions de la Commission de s'atteler au problème des plastiques pour protéger les océans. Si nous voulons que les Européens
ait confiance en nous et soit convaincu de la justesse de notre action, nous avons besoin d'une réglementation européenne qui consacre l'interdiction européenne des plastiques à usage unique. Nous affirmons tous, le plus souvent dans de beaux discours le dimanche, que nous voulons être plus ambitieux sur les grands enjeux et plus modestes sur ceux de moindre importance. Pourtant, les Européens, en mai 2019, n'applaudiront pas si nous continuons à 2 fois par an à continuer de changer d'heure 2 fois par an. Nous proposons d'abolir le changement d'heure 2 fois par an. C'est une de nos propositions. Les États membres, conformément au principe de subsidiarité, doivent décider eux-mêmes si leurs citoyens souhaitent vivre à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver. Et j'espère que le Parlement et le Conseil européen auront la même perception et trouveront des solutions compatibles avec notre marché intérieur. Le temps presse. Plus généralement, je nous encourage tous à travailler en étroite coopération pour que nous puissions réaliser ce que nous avions promis en 2014 avant les élections au Parlement européen. Au début de ce mandat, nous avons tous promis collectivement de bâtir un marché unique numérique, une union bancaire, un marché unique plus juste, des économies d'énergie et une union qui soit aussi axée sur la sécurité. Et nous, en tout cas la plupart d'entre nous, nous avons nourri l'ambition de ne plus traiter la dimension sociale de l'Europe comme un parent pauvre, mais de la développer pour qu'elle réponde aux défis de demain. Cette Commission européenne a déjà commencé toutes les propositions et initiatives que nous avions annoncées en 2014. La moitié ont déjà été adoptées par le Parlement et le Conseil. 20% sont sur la bonne voie et 30% restent l'objet de consultations parfois difficiles. Mesdames et Messieurs, je n'accepte pas que la Commission soit tenue pour seule responsable de tous les manquements, car il y en a eu, bien évidemment. Nos propositions sont connues, surtout en ce qui concerne les questions migratoires et celles des réfugiés. Il s'agit à présent de les adopter et de les mettre en œuvre. Je n'admettrai pas non plus à l'avenir, je sais que cela va arriver, que je n'admettrai pas que l'on blâme uniquement la Commission, ce qui arrivera inévitablement. On peut trouver des boucs émissaires dans toutes les institutions européennes, mais certainement moins à la Commission et au Parlement européen qu'ailleurs. Sur un très large éventail de sujets, le leadership reste indispensable partout, notamment sur la question sécuritaire. Les Européens s'attendent à juste titre que l'Union européenne assure leur sécurité et les protège. C'est la raison pour laquelle la Commission propose de nouvelles règles afin que tout contenu terroriste mis en ligne sur Internet soit, par exemple, soit supprimé au bout d'une heure. Une heure, c'est cette durée-là pendant laquelle le plus de dommages est causé. Nous proposons également d'élargir le mandat du parquet européen que nous avons mis sur pied afin d'inclure les actes terroristes. Donc, nous devons être en mesure d'assurer que les terroristes soient poursuivis à travers toute l'Europe et au-delà des frontières européennes. Nous ne devons pas nous en rendre complices par notre absence de coopération. C'est la raison pour laquelle nous proposons de nouvelles mesures afin de pouvoir lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux au-delà des frontières. Nous devons nous montrer tout aussi déterminés pour protéger l'organisation d'élections libres en Europe. C'est pour cela que la Commission propose aussi de nouvelles règles pour protéger la vie de nos démocraties et de les protéger de toute manipulation par des pays tiers ou des intérêts privés, car ces derniers peuvent être une source d'interférence.
Jean-Claude Juncker fait ici référence donc à ce qui s'est passé aux États-Unis avec la Russie pendant la dernière campagne présidentielle américaine. Évidemment, il faut un leadership particulier en ce qui concerne la migration. Nous avons fait des progrès. 5 réformes donc ont déjà été approuvées. Nos efforts ont porté leurs fruits. 97% des réfugiés, il y a 97% de réfugiés en moins par la mer et 97% pardon, par les terres parvenant d'Europe de l'Est et 80% par la mer depuis donc 2015. Ça a drastiquement baissé. Nos États, donc, nous n'avons toujours pas trouvé l'équilibre entre ce que chaque pays doit prendre en charge au niveau donc à son niveau national et la coopération et solidarité qui doit être de mise au niveau européen. Et c'est important pour conserver donc la mise en place de l'espace Schengen au niveau européen sur l'ouverture des frontières. Je suis et reste opposé aux frontières à l'intérieur de l'Union européenne. Là où elles ont été rétablies, elles doivent être supprimées. Si elles restaient en place, cela resterait donc inacceptable au regard de ce qu'est l'Europe et de ce qu'elle veut devenir. Donc ici, il fait référence évidemment au retour des frontières qu'on a vu notamment en Hongrie ou en Autriche. Le président du Conseil a proposé donc beaucoup de solutions pour réformer donc la question migratoire. Des solutions durables pour avoir des réformes équilibrées en matière de migration. Nous ne pouvons pas, à chaque fois qu'un nouveau navire arrive sur nos côtes, continuer à choisir, à trouver des solutions ad hoc pour ces personnes qui arrivent par bateau. Nous avons besoin de solidarité et la solidarité doit être durable et organisée au niveau européen. Nous avons besoin de davantage de solidarité aussi pour être plus efficaces. Il en va de même lorsqu'il s'agit de mettre en place un mécanisme européen de protection civile renforcé. Lorsqu'un pays, par exemple, est en feu, c'est toute l'Europe qui est en feu. Parmi les images marquantes de cet été, je ne retiendrai pas simplement les feux de forêt, mais également les applaudissements avec lesquels les Suédois, menacés par les flammes, ont salué les pompiers polonais qui sont venus à leur secours. Mais revenons à la migration, à la question migratoire. Aujourd'hui, nous présentons une proposition visant à renforcer le corps européen des gardes-frontières et des gardes-côtes. Il faut protéger nos frontières extérieures plus efficacement. C'est pourquoi nous proposons de porter le nombre de gardes-frontières européens financés par le budget européen à 10 000 d'ici à 2020. Nous mettons également sur la table une proposition destinée à renforcer le développement de l'Agence Union européenne pour le droit d'asile. Les États membres ont besoin d'un appui supplémentaire. Le traitement donc des réfugiés doit se faire dans le respect des conventions de Genève. Une autre proposition que nous faisons vise à accélérer le retour des migrants en situation irrégulière dans leur pays. Je réitère mon souhait, c'est un appel que je lance ici au Parlement. Il faut ouvrir l'Europe à la migration régulière. Il faut des voies, des chemins légaux. Nous avons besoin de migrants qualifiés. Dans ce domaine, la Commission a fait des propositions qui doivent être adoptées. Jean-Claude Juncker revient au français après s'être exprimé en allemand. Je vous laisse écouter. Continent cousin qu'est l'Afrique. D'ici à 2050, l'Afrique comptera 2,5 milliards d'habitants. Une personne sur 4 sera africaine. Nous devons
investir davantage dans nos relations avec ce grand et noble continent et ses nations individuelles. Et nous devons arrêter d'envisager cette relation africano-européenne dans la seule perspective d'un donneur d'aide au développement. Une telle approche serait insuffisante, en fait humiliante pour l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de charité. Elle a besoin d'un partenariat équilibré, d'un vrai partenariat. Et nous, Européens, nous avons besoin au même titre de ce partenariat. En préparant ce discours, j'ai parlé avec mes amis africains, notamment avec le président Kagame, président de l'Union africaine. Nous sommes tombés d'accord pour dire qu'à l'avenir, nos engagements respectifs doivent être réciproques. Nous voulons construire un nouveau partenariat avec l'Afrique. La Commission propose aujourd'hui une nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe, une alliance pour des investissements et pour des emplois durables. Cette alliance, telle que nous l'envisageons, permettrait de créer jusqu'à 10 millions d'emplois en Afrique au cours des 5 prochaines années. Et nous voulons créer un cadre permettant d'attirer davantage d'investissements privés vers l'Afrique. À vrai dire, nous ne partons pas de zéro. Notre fonds d'investissement extérieur, lancé ici même il y a 2 ans, mobilisera plus de 44 milliards d'euros d'investissement dans le secteur public et privé en Afrique. Les projets prévus, les projets engagés mobiliseront aujourd'hui 24 milliards d'euros. Nous concentrerons nos investissements dans les domaines où les investissements font une véritable différence. D'ici à 2020, l'Union européenne aura soutenu 35 000 étudiants et chercheurs africains grâce à notre programme Erasmus remusclé. Jusqu'en 2027, ce chiffre sera porté à 105 000. Le commerce entre l'Europe et l'Afrique n'est pas sans importance. 36% du commerce de l'Afrique se fait d'ores et déjà avec l'Union européenne. Mais les échanges commerciaux entre nous ne sont pas suffisants. Je suis convaincu que nous devrions faire évoluer les nombreux accords commerciaux entre les pays africains et l'Union européenne vers un accord de libre-échange de continent à continent, un partenariat économique entre partenaires égaux. Mr. President, ladies and gentlemen, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, est en train de mener son discours de l'état de l'Union et il parle à présent en anglais. Jean-Claude Juncker évoque le Brexit et les accords qui sont en train d'être négociés d'une main de maître, dit-il, par son ami Michel Barnier, sur la base de la proposition unanime des 27 États membres. Permettez-moi toutefois de rappeler 3 principes qui devraient guider notre action sur le Brexit au cours des 3 prochains mois. Nous respectons bien sûr la décision britannique de quitter notre Union. Et oui, même si nous continuons à la regretter vivement, comme vous le savez. Mais nous demandons aussi au gouvernement britannique de comprendre qu'un pays qui quitte l'Union européenne ne peut pas jouir d'une situation aussi favorable qu'un État membre. Si vous quittez l'Union, vous le faites bien évidemment. Vous ne faites bien évidemment plus partie de notre marché unique et vous ne pouvez certainement pas y participer à la carte. Deuxièmement, la Commission, ce Parlement et tous les autres États membres maintiendront sans faiblir leur loyauté et leur solidarité
à l'égard de l'Irlande sur la question de la frontière. C'est la raison pour laquelle nous voulons rechercher une solution créative qui évite la mise en place d'une frontière physique entre l'Irlande, la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Et nous défendrons tous les éléments de l'accord du Vendredi Saint. C'est le Brexit qui risque de rendre la frontière plus visible en Irlande, pas l'Union européenne. Troisièmement, après le 29 mars 2019, le Royaume-Uni ne sera jamais, à nos yeux, un pays tiers comme les autres. Le Royaume-Uni sera toujours un voisin et un partenaire très proche de l'Union européenne, que ce soit dans les domaines politiques, économiques et de la sécurité. Ces derniers mois, chaque fois que nous avons eu besoin d'unité au sein de l'Union, la Grande-Bretagne a été à nos côtés, animée par les mêmes valeurs et les mêmes principes que tous les autres Européens. C'est pourquoi j'accueille favorablement la proposition de la Première ministre Theresa May de mettre sur pied un nouveau partenariat ambitieux pour l'avenir après le Brexit. Nous convenons, comme mentionné dans la Convention de Chequers, qu'il devrait y avoir une zone de libre-échange donc entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Sur la base de ce principe, les négociateurs de la Commission, surtout Michel Barnier, sont prêts donc à travailler jour et nuit jusqu'à que nous parvenions à un accord. Nous voulons donc mettre sur pied un retrait ordonné du Royaume-Uni et ce ne sera pas donc la Commission européenne qui fera obstacle à ce processus. D'ici les élections européennes, Jean-Claude Juncker bascule à nouveau en français. Le 9 mai de l'année prochaine en Roumanie, beaucoup de travail reste à faire. À Sibiu, il faudra convaincre nos concitoyens que sur l'essentiel, nous partageons la même conception de la finalité de notre Union. Les peuples n'aiment pas les incertitudes ni les finalités diffuses. Ils aiment des indications claires, ils détestent les à peu près et les demi-mesures. Alors n'offrons pas des demi-mesures aux citoyens européens. Tout cela constitue l'agenda européen sur la route vers Sibiu. D'ici Sibiu, nous devons ratifier l'accord de partenariat entre l'Union européenne et le Japon, pour des raisons, oui, économiques, mais aussi géopolitiques. D'ici le sommet de Sibiu, nous avons pour devoir de négocier un accord de principe sur le budget de l'Union européenne après 2020. Si nous voulons, il faudra que nous le fassions, donner aux jeunes Européens la chance d'exploiter au maximum les possibilités offertes par le programme Erasmus, qui mérite de disposer de plus de moyens de financement. Il faudra que nous décidions de cette enveloppe comme d'autres enveloppes. Si nous voulons donner plus d'opportunités à nos chercheurs, à nos start-ups, pour éviter qu'un manque de ressources conduise à une réduction drastique du nombre des postes de chercheurs, il faudra décider sur le budget avant les élections européennes. Si nous voulons, sans nous militariser, multiplier par 20 les dépenses en matière de défense, nous devons décider avant les élections européennes. Si nous voulons consacrer 23% d'investissement de plus pour l'Afrique, il faudra décider rapidement. On me dit toujours, chef d'État, ministres, parlementaires européens et nationaux, qu'on ne peut pas décider avant les élections. Comme si les élections seraient une crise de démocratie. Non. Il est normal en démocratie d'avoir des élections et il est normal, urgent de décider avant les élections pour montrer la voie à ceux qui sont supposés nous élire. D'ici l'année prochaine, nous aurons aussi
à développer davantage le rôle international de l'euro. Après seulement 20 années d'existence et en dépit des voies déclinistes qui nous ont accompagnés sur ce trajet, l'euro a déjà un riche parcours derrière lui. L'euro est devenu la deuxième monnaie mondiale. Elle est la deuxième monnaie après le dollar. 60 pays lient d'une manière ou d'une autre leur propre monnaie à l'euro. Mais nous devons faire plus pour permettre à notre monnaie unique de jouer pleinement son rôle sur la scène internationale. Des événements récents ont mis en lumière la nécessité d'approfondir notre union économique et monétaire et de construire des marchés de capitaux liquides et profonds. De nombreuses propositions de la Commission en ce domaine n'attendent qu'à être adoptées. Nous devons et nous pouvons aller plus loin. Il est aberrant que l'Europe règle 80% de sa facture d'importation d'énergie, qui s'élève à 300 milliards d'euros par an, en dollars américains, alors que 2% seulement de nos importations d'énergie nous proviennent des États-Unis. Il est aberrant, ridicule, que les compagnies européennes achètent des avions européens en dollars et non pas en euros. Il faut changer tout cela. C'est la raison pour laquelle la Commission présentera, avant la fin de l'année, des initiatives pour renforcer le rôle international de l'euro. L'euro doit devenir l'instrument actif de la nouvelle souveraineté européenne. Et pour cela, la première chose à faire est de mettre notre maison en œuvre, en renforçant et en approfondissant l'union économique et monétaire, comme nous avons d'ailleurs commencé à le faire. Sans une union économique et monétaire approfondie, nous manquerons d'arguments crédibles pour renforcer le rôle international de l'euro. Nous devons parachever l'union économique et monétaire pour que l'Europe et l'euro puissent devenir plus forts. Et toujours sur la voie vers Sibiu, Hermannstadt, je voudrais que nous réalisions des progrès tangibles en ce qui concerne le renforcement de notre politique étrangère. Il faudra renforcer notre capacité à parler d'une seule voix en matière de politique étrangère. Il n'est pas normal que l'Europe se réduise elle-même au silence lorsqu'au Conseil des droits de l'homme des Nations unies à Genève, nous ne pouvons pas parler haut et fort pour condamner les violations des droits de l'homme en Chine parce qu'un État membre s'y est opposé. Cet exemple, je pourrais en citer d'autres. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, la Commission vous propose à nouveau de passer au vote à la majorité qualifiée dans les domaines précis de nos relations extérieures. Je répète le message. Je répète un message que j'avais expliqué, détaillé l'année passée. Nous allons faire des propositions pour pouvoir procéder dans certains domaines, pas dans tous les domaines, en matière de politique étrangère, par majorité qualifiée. Le traité, tel qu'il est, permet au Conseil européen de prendre une décision dans ce sens. J'estime que le temps est venu de donner vie à la clause passerelle du traité de Lisbonne, permettant d'ouvrir la voie vers la prise de décision à la majorité qualifiée. Clause passerelle qui est la beauté du monde oublié du traité. Je pense d'ailleurs, puisque nous y sommes, que pour certaines matières relevant de la fiscalité, nous devrions pouvoir décider également par majorité qualifiée.
Un mot, Monsieur le Président, pour dire que d'autres façons de discuter de nos désaccords m'interpellent de plus en plus. Les échanges polémiques entre gouvernements, parfois entre institutions, se font de plus en plus nombreux. Mais ce ne sont pas les propos polémiques et souvent blessants qui permettent à la construction européenne d'avancer. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas seulement une tonalité regrettable lorsque les forces politiques discutent entre elles. C'est vrai, c'est aussi vrai pour la façon dont certains traitent, parce qu'ils veulent mettre fin à tout débat, les médias et les journalistes. L'Europe doit rester une place où la liberté de la presse n'est pas remise en cause. De trop nombreux journalistes sont intimidés, attaqués, assassinés. Il n'y a pas de démocratie sans une presse libre. Merci d'applaudir, comme ça je peux boire. D'une façon générale, try again. D'une façon générale, nous devons, mesdames et messieurs, retrouver les vertus du compromis. Rechercher le compromis n'est pas une faiblesse, n'implique pas le sacrifice de nos convictions et n'empêche pas le libre débat qui respecte le point de vue des uns et des autres. La Commission s'oppose à toutes les atteintes à l'état de droit. Nous restons préoccupés par l'évolution des débats dans certains de nos États membres. L'article 7 doit s'appliquer là où l'état de droit est en danger. Jean-Claude Juncker, encore une fois très applaudi après avoir été interpellé par Guy Verhofstadt. Le premier vice-président Timmermans effectue un travail, je dois dire, remarquable, mais très souvent, trop souvent, solitaire pour défendre l'état de droit. Il bénéficie de mon ferme appui personnel et de celui de toute la Commission. Et puis, il y a un point sur lequel nous ne devons pas et nous ne pouvons pas déroger. Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne doivent être respectés et être exécutés. L'Union européenne est une communauté de droit. Le respect de la règle de droit et le respect des décisions de justice ne sont pas une option, mais une obligation. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, et pour beaucoup d'entre vous, chers amis, en introduisant non pas mon dernier discours, mais mon dernier discours sur l'état de l'Union européenne, je vous ai parlé de l'histoire, de la petite histoire qui couvre le mandat de cette Commission et de la grande histoire qui est celle de l'Europe. Nous sommes tous, les uns et les autres, responsables de l'Europe telle qu'elle est. Et nous serons tous responsables, les uns et les autres, de l'Europe qui sera. L'histoire est ainsi faite. Les parlements et les commissions passent, l'Europe reste. Pour que l'Union européenne devienne ce qu'elle doit être, nous devons avoir à l'esprit plusieurs éléments. Je voudrais que l'Europe quitte les gradins du stade mondial. L'Europe ne doit pas être un spectateur, un commentateur des événements internationaux. Elle doit être un acteur constructif, un façonneur, un architecte du monde de demain. Il y a une forte demande d'Europe à travers le monde. Pour satisfaire à cette demande pressante, il faudra que sur la scène internationale, l'Europe s'exprime d'une seule voix. Dans le concert des nations, la voix de l'Europe doit être intelligible, compréhensible, distinguable
pour être écoutés et entendus. Federica Mogherini a fait avancer la cohérence diplomatique de l'Union européenne comme on ne l'a jamais fait avant. Mais ne retombons jamais plus dans l'incohérence des diplomaties nationales concurrentes et parallèles. La diplomatie européenne doit être une et notre solidarité multilatérale doit être entière. Je voudrais que dorénavant, nous fassions de plus grands efforts pour rapprocher l'Est et l'Ouest de l'Europe. Mettons un terme à ce triste spectacle de la division intra-européenne. Notre continent et ceux qui ont mis fin à la guerre froide méritent mieux. Je voudrais que l'Union européenne prenne davantage soin de sa dimension sociale. Ceux qui ignorent les attentes justifiées des travailleurs et des petites entreprises font courir un grand risque à la cohésion de nos sociétés. Transformons les intentions du sommet de Göteborg en règles de droit. Je voudrais que les élections de l'année prochaine soient un grand moment pour la démocratie européenne. Je souhaite que l'expérience des Spitzenkandidats, des têtes de liste, petite avancée dans la démocratie européenne, soit renouvelée. Pour moi, cette expérience sera d'autant plus crédible le jour où nous aurons de véritables listes transnationales. Je crois que pour 2024, il faudra le faire. Surtout et avant tout, je voudrais que nous disions non au nationalisme malsain et que nous disions oui au patriotisme éclairé. Gardons à l'esprit que le patriotisme du XXIe siècle est à double dimension, l'une nationale, l'autre européenne, les deux ne s'excluant pas. J'aime, disait le philosophe français Blaise Pascal, les choses qui vont ensemble. Pour tenir sur leurs deux jambes, nation et Union européenne doivent marcher ensemble. Celui qui aime l'Europe doit aimer les nations qui la composent. Celui qui aime sa patrie doit aimer et peut aimer l'Europe. Le patriotisme est une vertu. Le nationalisme borné est un mensonge accablant et un poison pernicieux. En un mot, restons fidèles à ce que nous sommes. Plantons aujourd'hui les arbres, à l'ombre desquels nos arrière-petits-enfants, d'où qu'ils viennent, du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est, puissent grandir et respirer en paix. Il y a quelques années, je vous ai dit, ici même, que l'Europe était la grande affaire de ma vie. Oui, j'aime l'Europe et je continuerai de le faire. Merci de m'avoir écouté. Si vous nous rejoignez en direct sur Euronews, vous venez donc d'assister, et moi avec vous, au discours sur l'état de l'Union prononcé par Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. C'était donc son quatrième et dernier discours devant le Parlement européen réuni à Strasbourg. Un discours donc qui s'est conclu très brièvement et avec beaucoup d'emphase par une citation de Blaise Pascal sur les choses qui vont ensemble. Et pour lui, pour Jean-Claude Juncker, eh bien, l'Union européenne et les États nationaux qui la composent doivent, pour tenir sur leurs deux jambes, doivent s'accorder. C'est à présent donc la conclusion d'Antonio Tajani, le président du Parlement européen.
qui commente donc ce discours. Il explique que le débat qui va suivre ce discours va permettre de renforcer un certain nombre de positions et il estime que le Parlement devra, d'ici la fin de la mandature, apporter sa contribution à l'adoption de législations qui sont encore en discussion. Il faut savoir donc que Jean-Claude Juncker a présenté nombre de propositions, 18 au total, qui parlent du Brexit, de la sécurité, de l'Internet. Nous y reviendrons plus amplement dans la suite de notre journal. Restez avec nous sur Euronews. Merci de nous avoir suivis. 혁명의 진로 따라 폭풍 내달리라. 오늘의 증산돌격운동의 맨 앞장에서 청춘의 이름을 빛나게 아로새기며 이 공화국의 70년 역사를 승리로 빛내어온 Manfred Weber. Retour au direct sur Euronews où nous venons d'assister au discours de l'État de l'Union européenne, un discours auquel Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, est désormais roté en sa qualité donc de président de la Commission européenne. Pour la 4e et dernière fois devant le Parlement européen à Strasbourg, Juncker a fait le bilan de ces 12 derniers mois et présenté les orientations et grandes priorités de l'exécutif européen pour l'année à venir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le contexte 2018 était agité. Certes, donc, il y a les prémices de la campagne électorale européenne, mais le mandat du Luxembourgeois, donc, qui se termine officiellement le 31 octobre 2019, avait commencé en pleine crise de la dette grecque, héritage de la crise économique et financière mondiale. Il a mis en avant le fait que cette crise était plutôt derrière nous, que la croissance était stable, durable et donc de retour dans l'Union européenne. Il y a eu ensuite la crise migratoire de 2015 qui a mis en lumière les faiblesses de la réglementation européenne sur l'asile. Cette réglementation fait peser une responsabilité disproportionnée sur les pays de première arrivée, comme l'Italie, la Grèce ou l'Espagne. Et en cette rentrée, donc, la Commission a fait savoir qu'elle allait renforcer l'agence européenne Frontex, le déployer 10 000 gardes-frontières après 2020. Donc, ce sont des initiatives qu'elle avait promis de préciser donc en septembre. Sachant donc que les mouvements souverainistes, nationalistes et populistes qui gagnent en importance donc en
Europe se sont emparés de la question migratoire. On a vu qu'ils avaient pu s'arrimer au pouvoir en Pologne, en Hongrie, mais aussi en Italie et en Autriche. Et cela, donc, Jean-Claude Juncker y a fait plusieurs fois référence, dénonçant donc ce nationalisme malsain. Il a évoqué plusieurs fois donc le fait que l'Union européenne devait parler d'une seule voix. C'est ainsi et seulement ainsi qu'elle pourra donc faire sa place, tenir son rang au sein de sur la scène internationale. Jean-Claude Juncker n'est pas dans une attitude d'autosatisfaction. Pour lui, modestie et travail, ce sera l'attitude de la Commission et l'agenda pour les mois à venir. Pour lui, il reste beaucoup de travail à faire, de travail donc dur pour faire de l'Union européenne quelque chose de plus parfait, pour la parfaire en quelque sorte. Donc, comme je vous le disais, donc l'Union européenne a largement tourné la page de la crise économique et financière avec une croissance ininterrompue depuis 21 trimestres et l'emploi qui augmente. 12 millions d'emplois ont été créés. C'est plus que cela n'a jamais été, nous a-t-il dit. Mais nous reviendrons plus en détail donc sur ce discours d'1 heure de Jean-Claude Juncker dans notre prochaine édition. Restez avec nous sur Euronews.